un accès sur la droite avec un onglet sondage. N'hésitez pas à répondre à ces questions, ça va permettre à notre expert Jean-Marc de pouvoir orienter, personnaliser son discours en fonction du coup de vos réponses. Et d'ailleurs, on va pouvoir démarrer directement avec une première question de sondage. Avez-vous déjà subi des perturbations dans votre parc machine? Je lance la question, c'est dans l'onglet sondage à droite de votre écran. Et on vous laisse y répondre. Voilà, ça va permettre tout de suite de se mettre dans le vif du sujet. Et voilà, on laisse une dizaine de secondes pour répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Et comme ça, on pourra démarrer le cœur de la présentation. Allez, je pense qu'on va pouvoir stopper les résultats. Donc, pour information, avez-vous déjà subi des perturbations dans votre parc machine? Jean-Marc, on a 66% qui ont dit oui et 30%, enfin à peu près 30%, ça vient de changer, qui ont dit non. Voilà, je te laisse la main pour la suite. Bien, merci. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à raconter aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est là. Voilà, on est là pour vous aider. Alors, on va déjà commencer par présenter la compatibilité électromagnétique. Quelle est la définition? C'est ni plus ni moins la définition qui est présentée ici. La définition de la CEM, qui est une des composantes du marquage CE. Voilà, parce que vos machines, au final, il faut qu'elles soient marquées CE. La CEM, c'est l'aptitude d'un appareil ou d'un système électrique ou électronique à fonctionner dans son environnement électromagnétique pour lequel il a été conçu, sans produire lui-même de perturbations électromagnétiques que les autres peuvent supporter dans l'environnement au voisinage. Or, notamment le spectre radioélectrique, c'est-à-dire toutes les bandes radio. Voilà, et tout le spectre de fréquence est utilisé et affecté à des canaux radio. Voilà. Là, il est interdit de faire du bruit là-dedans, pour assurer les communications. Donc, l'enjeu pour vous, c'est pas d'arrêt de votre parc machine. Alors, si vous avez eu des problèmes, voilà, vous avez dû avoir des arrêts intempestifs, etc. Voilà, donc assurer une continuité de service en exploitation. Et l'objectif, c'est d'éviter ces perturbations. C'est pour ça qu'il y a une réglementation, pour nous aider justement à l'appréhender à l'initiale, avant la mise en route. C'est ce que l'on va voir là dans le détail. Alors, quelles causes on retrouve autour de ces perturbations? Tout d'abord, il y a les méconnaissances de bonnes pratiques, CEM. Si on ne les connaît pas, on ne les connaît pas. Voilà. Donc, il faudra y venir. Ou bien on fabrique mal. Voilà. Ensuite, il y a les rayonnements électromagnétiques qui perturbent, donc c'est le système, la machine, qui peuvent perturber les bandes radio, donc les communications, qui peuvent entraîner un dysfonctionnement, un arrêt intempestif, voire même un danger d'un point de vue sécurité. Ensuite, les interférences dans les radiofréquences, c'est un peu comme les décharges électrostatiques, ce sont des interférences radiofréquences, j'entends là les émetteurs radio. Donc, on a des autorisations d'émettre dans certaines bandes, comme les décharges électrostatiques, et à ce moment-là, on peut perturber le voisinage. Et aussi entraîner une défaillance, un dysfonctionnement, et je ne l'espère pas, un incident ou un accident. Et enfin, les impacts de la foudre, direct sur les bâtiments, c'est un peu plus rare, donc le bâtiment doit être protégé. C'est quand même un point à veiller, et la source d'énergie avec des protections adéquates. Voilà. Bien. Alors, maintenant qu'on connaît les causes, je vais vous présenter différents scénarios. On en a posé 4 qui sont issus de situations réelles clients. Alors, on a posé le premier qui est dans le secteur de la défense en Île-de-France. Et voilà la problématique qui m'a été annoncée du client. Je viens de réaliser un banc de test. Il est destiné à un usage confidentiel défense. Du coup, je ne peux pas vous fournir de photos ni de schéma, mais juste une nomenclature. C'est pas grand-chose, voilà. Bien. J'ai intégré dans ma machine uniquement des composants avec marquage CE. Pouvez-vous réaliser une analyse documentaire du risque CEM pour prouver que à mon client que le banc de test est bien construit et j'ai une forte certitude sur le sujet.
Bien. Alors, notre réponse par rapport à cette demande, déjà, premier élément qu'il faut préciser, c'est que tous les composants marqués CE supposent un environnement électromagnétique pour lequel ils ont été conçus et des règles d'installation qu'on va retrouver dans les documentations. Donc, en fait, on a analysé ceci. Ensuite, tous ces choix de composants, il faut qu'on les confronte à l'environnement CEM de la machine, d'où par rapport à la définition que j'ai citée tout à l'heure. Et puis, les écarts qui sont constatés, on a pu proposer des actions de réduction de ces risques CEM par ajout de filtrage, de solutions techniques, si vous voulez, mais ça pourrait aller même jusqu'à la remise en cause d'un composant, parce qu'il n'y a pas de solution simple, je dirais, additive en option pour réduire le risque. Donc, on a analysé tout cela, on a remis un rapport et j'ai quand même proposé à la fin le fait de dire j'aurais quand même bien aimé voir le système et il faudrait faire un essai par rapport à l'environnement final pour vérifier que tout cela est conforme. Bon, cela n'a pas été possible. Donc, la conclusion de cette étude initiale, c'est qu'on a trouvé des écarts, et des écarts même qui étaient majeurs, même graves, et du coup, on a pu proposer des actions correctives adéquates. Donc, en fait, cette analyse, malgré qu'au départ, ça semblait juste être quelque chose de facile, elle a été utile pour le client. Voilà, ça a remis en cause des choses et ses connaissances. Voilà pour le premier scénario. Le deuxième, un cas qui peut vous arriver également, là c'est dans le secteur des machines-outils en Auvergne-Rhône-Alpes. Chez ce client, j'avais dispensé une formation CEM de 3 jours, je crois. Le client m'appelle en panique, en fait, en milieu de semaine, pour me dire, voilà, j'ai appliqué toutes les règles CEM d'implantation, de câblage, tout ce que vous avez dit pendant la formation, mais ma machine plante. Et j'ai un gros souci, c'est que le camion vient récupérer la machine-outil. Alors, dimension de la machine, c'est à peu près 10 mètres par 10 mètres. Hein. Le camion vient vendredi récupérer la machine pour l'expédition. Il y a le bateau derrière, etc. Voilà, il faut absolument nous aider. Ça ne va pas. Bon, j'étais très ennuyé parce que moi-même, j'étais en stage et je ne pouvais pas me déplacer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au client de me faire quelques photos. Il avait identifié quel était le souci qu'il avait. Et à partir de ces photos, je lui ai fait faire des manips à distance et pour lui montrer où était l'erreur. Donc, mauvaise interprétation de ce qui avait été dispensé en stage, malheureusement. Voilà, mais on dit beaucoup de choses pendant 3 jours, c'est ça le souci aussi. Voilà, les gens ne retiennent pas tout. Et puis, je lui ai proposé une solution industrielle définitive. Et bilan, conclusion de cette intervention, je dirais, rapide et claire à distance. Le client a pu livrer sa machine, elle ne plantait plus. Il était content, j'en ai plus entendu parler. Prochain scénario, cette fois, il s'agit de matériel pour vignoble, fabrication de matériel pour vignoble, c'est des piquets qui passent dans le système de poissonnage. Donc, et puis après, c'est installé sur des vignes, donc c'est en Nouvelle-Aquitaine. Le client nous contacte, nous trouve sur Internet et nous dit, voilà, je viens de mettre en route ma 4e ligne de production dans l'usine et elle marche mal, j'arrive pas à pleine puissance, j'ai plein de soucis avec, voilà. Et ça fait 8 mois que ça dure, ça va pas. Est-ce que vous sauriez intervenir sur site? Évidemment, nous pouvons. Alors, je vais commencer par une analyse des schémas électromécaniques, les notices des composants. On a regardé tout ça. On a regardé cela en amont de l'expertise. Ensuite, je me suis présenté chez le client et là, j'étais un peu gêné. Parce que je dis, voilà, j'ai amené plein de matériel pour faire des essais, etc. sur la machine. Et le client m'a regardé et m'a dit, je ne peux pas mettre en route la machine aujourd'hui, c'est pas possible. Bon, donc il va falloir dépanner sans rien voir. Donc j'étais un peu aveugle. Bon, bref, donc j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une inspection de câblage.
Et j'ai vu plein de choses qui n'allaient pas. C'était bien construit, c'était propre, bien fait, mais il y a manifestement, l'ACEM n'était pas connu par les gens qui ont fait ces installations. C'est un peu le problème des électriciens, malheureusement. J'ai proposé un ensemble de modifications que je n'ai pas pu faire sur site. J'ai délivré un rapport, des modifications à faire tout de suite, des modifications à faire plus tard. Et ensuite, après, j'ai dû attendre plusieurs mois avant que le client, enfin, me recontacte pour me dire voilà, la machine ne plombe plus, tout fonctionne, tout va bien. Alors, en fin de journée, quand j'étais chez le client, je lui ai dit mais dites-moi, vos 3 autres lignes, elles ne plombent pas, il n'y a pas de souci. Alors, le client m'a avoué oui, mais pas pareil. Alors, le pas pareil, c'est les déchets étaient acceptables. Pour moi, ça, c'est pas concevable. Je lui dis, voyez bien, tout ce qu'on vient de faire sur la ligne 4, il faudra le refaire aussi dans le cadre d'une opération de maintenance sur les 3 autres lignes. Et ainsi, vous arrêterez de produire des déchets pour les réduire à 0. Voilà, ça reste l'objectif. Voilà, on ne peut pas se contenter de résiduel. Enfin, le dernier scénario, cette fois une imprimerie industrielle, grosse imprimerie industrielle. Je crois qu'ils fabriquent des boîtes de cigarettes, je crois. Ça s'est passé en Indonésie, c'est un collègue qui s'est occupé de cela. Donc, l'information, c'est la ligne de production s'arrête de façon intempestive après 20 minutes ou 2 heures. Aucune idée d'où ça vient. Le client a essayé beaucoup de choses avec ses fournisseurs. Il a fait des vérifications des mesures de terre. Enfin, bon, il a vérifié des harmoniques, des choses comme ça. Voilà. Donc, ce sont des choses à faire. Hein. Mais voilà, bon, ça ne marche toujours pas. Puis la question, c'est est-ce que vous intervenez à l'étranger? Oui, pas de problème, on aime bien voyager, pas de souci. Donc, on a proposé de venir parce que quand le plantage arrive toutes les 2 heures, bon, voilà, faut passer un peu de temps. Donc, on est resté 1 semaine sur le site. On a analysé tout cela, on a fait des mesures et on a trouvé qu'en fait, il y avait des mauvaises mises en œuvre autour des variateurs, notamment. Donc, on a pu faire des modifs sur place pour prouver au client que c'était le point faible, et puis lui prouver que ça marchait. Voilà, il a fallu attendre plusieurs jours pour le rassurer avant qu'il nous laisse reprendre l'avion pour revenir. Voilà. Et puis, on lui a laissé derrière un rapport pour lui dire tout ce qu'il avait à faire sur le reste de la ligne. Et puis, s'il y avait besoin, on aurait pu revenir, mais malheureusement, le client n'a pas souhaité que l'on refasse un voyage en Indonésie. Voilà l'histoire. Bon, je suppose que ce sont des cas plus ou moins qui... Jean-Marc, je me permets de te couper. On a une petite question de sondage juste avant d'enchaîner. Moi, je l'ai. Pas de souci. Du coup, à la suite des différents cas qui ont été présentés par Jean-Marc, on a une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà réalisé des essais de conformité CEM de votre machine? Oui ou non? Je vous laisse répondre à la question de sondage, toujours dans l'onglet sondage qui est sur la droite de votre écran. Voilà. Pas besoin d'utiliser l'onglet chat, c'est vraiment sur l'onglet sondage que vous avez la possibilité de répondre à cette question. Alors, on laisse encore environ 10 secondes. Puisque je vois que ça répond encore toujours. Allez, donc je vais clôturer le sondage. Voilà, je veux que ça réponde encore. Vous êtes nombreux à voter. Est-ce que vous avez déjà réalisé des essais de conformité CEM de votre machine? On a environ 80% qui ont répondu non et 20% qui ont répondu oui. Pour information, Jean-Marc. Ah, c'est inquiétant. Vous m'inquiétez. Je suis désolé de vous le dire. Voilà. Bon, je ne ferai pas de délation, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour ça. Voilà, Supemier n'est pas là pour ça. On est là pour vous aider. Et oui, il faut prendre conscience, je pense qu'il y a des essais à faire. Voilà, nous allons en reparler un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que l'on constate d'après ces scénarios et d'autres, hein, voilà, on en a beaucoup d'autres, bien évidemment, que les bonnes pratiques CEM, elles sont soit inconnues, soit ignorées, soit oubliées. Alors, ignorer, c'est quand même un peu grave. Voilà, savoir quelque chose et puis pas l'admettre, voilà, c'est quand même des connaissances, c'est de la physique. Hein. Ce n'est pas de la magie noire, la CEM. Il y a des choix techniques parfois qui sont imposés dans les cahiers des charges qui peuvent être très onéreux et très néfastes.
par exemple, des terres séparées. On nous impose des terres séparées. Et bien nous, en CEM, on a horreur de ça. Qu'est-ce que l'on fait pour que ça fonctionne bien, pour que l'installation marche? Eh bien, il faut interconnecter toutes les terres. Alors sinon, il faudra que quelqu'un m'explique depuis quand il y a des terres propres et des terres sales. Voilà, ça, je ne sais pas d'où ça vient. Ensuite, les bonnes pratiques, parfois, elles sont connues. Voilà, on les a apprises en formation ou par retour d'expérience, peu importe. Voilà, mais la mise en œuvre n'est pas bonne. Et la mise en œuvre en CEM, elle est très importante parce que les champs électromagnétiques, ce sont une tension dans l'espace qui crée du champ électrique, un courant dans l'espace qui crée du champ magnétique. Donc, on est dans une histoire de géométrie. Donc, la géométrie de câblage, d'implantation est très importante. Voilà, et c'est fondamental. Ce sont un peu les fondations, si vous voulez, de votre machine de point de vue CEM. Voilà. Et puis, des solutions, parfois, peuvent être mises en œuvre sur un équipement ou une sous-partie d'équipement pour réduire un risque CEM. Et puis, en fait, on provoque un autre risque. Alors, je vous cite un exemple. Par exemple, je prends une caméra du commerce, qui a sa qualif, voilà, son niveau de qualification. Et on estime que nous, pour la machine, le niveau n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, tiens, on va blinder la caméra. Elle n'est pas blindée, elle est dans une boîte plastique. Donc, on la blinde. Alors, vu de l'environnement extérieur, parfait, le blindage fonctionne très bien. Mais en fait, la caméra derrière, eh bien, elle ne fonctionne plus. Je vous jure que ça, c'est déjà arrivé. Elle ne fonctionne plus parce qu'en fait, elle s'auto-perturbe à l'intérieur du blindage. Voilà. Donc, voilà, il faut analyser cela. Il faut en discuter aussi avec les fournisseurs. Il y a des solutions qu'on peut préconiser avec certitude, mais d'autres, il faut discuter avec les fournisseurs du matériel parce qu'on peut entraîner des défauts. Finalement, dans toutes les inspections là, qu'on vous a un peu proposées, là, on peut analyser le risque CEM interne et externe à la machine. Alors, l'externe, c'est ce qui va correspondre à la réglementation, et l'interne, c'est pour assurer le fonctionnement. Voilà. Parce que la réglementation, elle, que la machine plante, ce n'est pas un problème pour elle, à partir du moment où elle ne met en danger personne. J'ai envie de le dire comme ça. Voilà. Voilà, quand on fabrique une machine, c'est pour qu'elle fonctionne. Voilà. Donc, si on avait fait une inspection, un accompagnement avant, on aurait pu trouver toutes ces corrections et pas les découvrir tardivement en exploitation. Voilà. Et qui plus est, si vous me dites que 80% des gens présents aujourd'hui n'ont pas fait d'essai, le risque est résiduel. Bien, alors, que dit la directive machine et la norme associée, adossée à cette directive, qui est la EN 60304-1? Je viens de publier d'ailleurs la question qu'on avait pour vous avant que tu démarres, Jean-Marc. Est-ce que vous connaissez, oui ou non, la réglementation? On va passer assez rapidement dessus, puisqu'en effet, je vois l'heure, il est déjà 11h23, donc j'espère que vous êtes disponible après, parce que je pense qu'on va un petit peu déborder du coup cette présentation, donc j'espère qu'on va vous garder parmi nous. Donc, je suis désolé, c'est de ma faute. Ah, mais parce que le sujet est très intéressant, Jean-Marc. Tu tiens tout le monde en haleine. Est-ce que vous connaissez la réglementation, oui ou non? On va dire que 70% ont répondu non et 30% ont répondu oui. Donc, c'est quand même assez peu. Bien. Alors, la directive, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la directive machine 2006-42-CE. La directive, elle demande d'évaluer les risques, tous les risques. La CEM est l'un des risques. Ensuite, la machine doit être marquée CE. Ce n'est pas juste une histoire d'étiquette. En fait, il faut aussi présenter une déclaration CE. Et dans cette déclaration CE, on va définir les essais qui sont faits selon des normes harmonisées. Tout cela pour répondre, dans le jargon juridique, aux exigences essentielles de santé et de sécurité. Donc la CEM, c'est l'un des risques. Mes collègues à Pavien font très bien toutes les expertises sur la partie machine, sur la partie basse tension, pression, gaz, atmosphère explosive, etc. Et nous, on vient en complément sur le risque CEM. Ensuite, cette directive, elle est déclinée, mise en œuvre dans la norme 60204-1. Cette directive, donc, elle intègre deux aspects, la CEM et la basse tension, c'est-à-dire la sécurité électrique, pour répondre aux exigences essentielles. Voilà. Et dans l'annexe H, précisément de cette norme,
il y a des recommandations pour réduire les EMI. Les EMI, les interférences électromagnétiques. Et aussi comment on route nos câbles dans l'usine. Et ce qui est présenté sur le routage des câbles dans l'usine, on peut aussi l'appliquer, et il faut aussi essayer de l'appliquer à l'intérieur de la machine. Donc, quand il y a des recommandations comme ça dans les normes, il faut les appliquer. Une recommandation, ça veut dire que c'est obligatoire, sinon vous pouvez avoir des soucis. Et la norme, elle précise aussi quelque chose dans son paragraphe 4.4.2. Les normes harmonisées 61 000-6-1, 2, 3, 4 qui concernent les essais CEM réalisés pour vérifier les émissions et vérifier l'immunité aux perturbations. Bien, maintenant, je vais laisser la main rapidement à Florence. Merci Jean-Marc. Voilà, donc là, je vais vous faire un petit récapitulatif de l'approche SOPMEA. Donc, globalement, avec une bonne application de la CEM, quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer? Eh bien, dans un premier temps, la sécurité des collaborateurs, vis-à-vis de l'exposition aux ondes électromagnétiques, mais surtout, d'un point de vue industriel, il n'y aura pas d'arrêt de la production, parce que c'est l'enjeu majeur. Donc, pas d'arrêt de la production, donc continuité d'activité, donc maintien du chiffre d'affaires et donc de la compétitivité. Et surtout, bon, dans un autre domaine, le respect de la réglementation en vigueur. Voilà, donc ça, ce sont vraiment tous les bénéfices que vous pouvez en tirer, on va dire, de faire intervenir la CEM et en tout cas de suivre les règles et la directive. Donc, comment SOPMEA vous accompagne pour y parvenir? Eh bien, on a 3 manières à peu près de vous dépanner, on va dire, sur ce sujet. On peut le faire, comme l'a dit Jean-Marc, par une analyse documentaire du risque CEM. Alors ça, c'est un petit peu plus en amont, mais disons que s'il y a des problèmes de confidentialité, on peut analyser sur plan, voilà, des documents. La deuxième méthode, ça peut être une inspection CEM sur site, c'est-à-dire vous avez étouffé la machine, vous voulez juste vérifier avant de la mettre en marche que tout va bien, donc il y aura un rapport d'analyse, il y aura des mesures d'émission éventuellement, des corrections, on vous apportera des préconisations avant le lancement. Et puis, la dernière possibilité, c'est le dépannage en urgence CEM. La machine ne marche plus, intervention rapide, on va au plus vite et on essaye de vous dépanner le plus rapidement possible. Mais SOPMEA propose un autre type d'accompagnement complémentaire, c'est-à-dire un peu plus élargi, on va dire avec un peu moins d'urgence. Donc on peut réaliser également une étude foudre de l'installation pour vérifier éventuellement s'il y a des dangers vis-à-vis des courants de foudre. On peut réaliser également des audits d'installation vis-à-vis des décharges électrostatiques ou réaliser un suivi de chantier CEM. Alors là, c'est vraiment en amont, c'est-à-dire dès le départ, on vous accompagne dès le départ pour que l'usine ou l'installation ou la machine soit réalisée dans les règles de l'art de la CEM. Dans les cas un tout petit peu plus complexes où il y aurait des problématiques de câblage ou de distribution ou d'antenne à l'intérieur d'un bâtiment ou dans l'installation, on peut réaliser également des simulations numériques qui permettent, on va dire, d'anticiper les niveaux de champ vis-à-vis de l'exposition humaine, vis-à-vis de l'exposition des équipements. Ça permet de mieux appréhender le couplage entre les câbles. Donc, ça permet en avance de phase, avant même de l'avoir construit et d'avoir implanté le câblage, eh bien, de le réaliser conformément à la CEM. Et pour vous aider dans la durée, on vous propose également des formations CEM sur les systèmes d'installation, sur les systèmes d'instrumentation, sur la protection foudre à appliquer, et ce, du débutant jusqu'au confirmé. Donc, globalement, SOPMEA est une filiale à 100% d'APAV. Donc, APAV est un acteur majeur de la maîtrise des risques avec une présence sur tout le territoire français et dans plus de 60 pays. Donc, nous sommes plus de 17 500 collaborateurs à participer à effectivement les inspections, que ce soit machine, CEM, dans toutes les directives qu'a cité Jean-Marc. SOPMEA, de son côté, nous, on est divisé en 2 pôles. On a un pôle essai, un pôle études, simulation, formation, dans laquelle sont réalisées les expertises CEM
Et en dernière petite information, que vous sachiez, nos experts CEM sont ceux qui délivrent également les formations CEM. Voilà, ils ont tous une double casquette, de la même manière que les inspecteurs sont tous des professionnels de la formation également côté APAV. Merci beaucoup, je te rends la main, Jean-Marc. Très bien. Alors, l'essentiel à retenir, 3 points. D'abord, la sûreté. Voilà, les failles CEM peuvent avoir des conséquences très graves sur la sûreté de fonctionnement. Voilà. Donc là, on parle d'incident, voire d'accident. Un incident, ça va entraîner des pertes d'exploitation. Un accident, c'est un arrêt net, quoi. Voilà. C'est grave. C'est l'humain qui est touché. On n'a pas le droit. Voilà. L'analyse de risque, c'est un des éléments à fournir dans le dossier de justification qui permettra de répondre aux exigences essentielles de la directive machine. Les essais CEM derrière de la machine, que vous ne faites pas, a priori, par oubli, je vais dire, voilà, ou vous ne saviez pas, c'est la voie royale. On vous le dira, pour le marquage chez vous, vous n'êtes pas obligé de faire des essais. Mais pour cela, il va falloir être vraiment armé techniquement pour expliquer au juge, quand il y aura un incident, voire un accident, que vous avez tout bien fait et que tous les experts qui ont conçu les normes, en fait, ils sont mauvais. Voilà. Ce sera très compliqué. Voilà. Même moi, je ne m'aventurerai pas sur ce sujet. Donc, les essais, faut le faire au moins une fois. Donc, quand on vous accompagne pour vous aider sur ces trois étapes. D'abord, identifier les risques pour répondre à la législation, à la directive machine, donc l'analyse des risques, c'est même de l'installation. On peut faire aussi une analyse supplémentaire, ça pour assurer la continuité de fonctionnement de l'équipement, donc c'est de la CEM interne, d'accord. Et bien sûr, on va proposer des solutions d'implantation de câblage, choix de matériel, filtrage, etc. Ensuite, sur site, on intervient voilà, pour les audits qu'on a dit sur la machine, in situ. On se déplace, il n'y a pas de souci. N'importe où dans le monde. On peut faire des essais de préqualification CEM, des essais que nous, on juge pertinents, proposer des actions correctives, les mettre en œuvre, et après faire les essais CEM. Alors vous allez me dire, peut-être que ma machine, je ne peux pas la bouger. Ce n'est pas un souci, les essais CEM, on peut venir les faire chez vous, dans vos locaux, sur votre installation. Et tout cela vous permettra, à l'étape 3, de construire un dossier de conformité complet que vous pourrez présenter pour montrer votre bonne foi. Voilà, je passe la main à Mathilde. Merci Jean-Marc pour toutes ces informations. Avant de répondre à toutes vos questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs du coup dans l'onglet questions, on a 2 petites questions pour vous. Déjà, on souhaiterait savoir si le webinaire il a répondu à vos attentes, donc oui ou non. Vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps d'y répondre parce que nous, c'est important pour nous de savoir si on a répondu à toutes vos questions. Et puis, est-ce que vous souhaitez être recontacté pour poursuivre les échanges qui sont dédiés à la CEM? Donc là, ce sera plutôt côté Jean-Marc. J'en profite juste pour vous dire qu'on a 2 prochains webinaires, je vous partagerai les liens tout à l'heure. L'impact de NIS 2 sur le secteur industriel, c'est de la cybersécurité, c'est de la réglementation le 12 juin. Et le 24 juin, Stop casse-tête, remplacer ou faire durer vos actifs, équipements, installations, bâtiments. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à ces prochains webinaires qui sont déjà en ligne. On va pouvoir passer aux questions qui sont dédiées à la CEM et il y en a eu pas mal. On n'y répondra peut-être pas à toutes. On fera une foire aux questions ensuite et on vous l'enverra. Comme ça, voilà, vous aurez réponse à vos questions et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Première question, pourquoi les seuils de CEM des transpositions des directives européennes sont-elles aussi différentes suivant les pays? Pourquoi? Parce que la CEM, la partie émission, c'est un bien universel et critique. Je parle des bandes de fréquences. Toutes ces bandes de fréquences, c'est critique pour la sécurité des pays et les services, comme les services de pompiers, d'assistance, etc., voilà, pour que le pays fonctionne bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que la CEM, il peut y avoir des écarts d'un pays à l'autre. Donc, en Europe, on a, quand il y a une norme européenne, ensuite, elle est décrite dans la loi de chaque pays. En France, après, elle s'appelle NFEN, mais quand il y a cette opération qui est faite d'un point de vue écriture, validation des normes, il peut y avoir des déviations qui sont introduites dans le pays. Voilà. Donc, pour livrer en Europe, quand il ne faut pas juste être conforme à EN, il faut être conforme à l'ensemble de toutes les normes EN qui sont transcrites dans le droit de chacun des pays. Donc, DIN EN pour l'Allemagne, NFEN pour
la France, etc. Voilà. Deuxième question. Merci Jean-Marc. De toute façon, voilà, n'hésitez pas, si les réponses ne sont pas complètes à 100%, n'hésitez pas voilà, à revenir vers nous. Vous avez l'email de Jean-Marc qui est affiché, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Deuxième question. Dans un de nos bâtiments regroupant des locaux industriels tertiaires, disjonction aléatoire et inexpliquée au niveau du TGBT. Auriez-vous des pistes de diagnostic? Jean-Marc, tu nous fais une petite, oui, oui, faudrait démarrer une expertise tout de suite. Oui, pourquoi pas. C'est peut-être plus un problème basse fréquence que vous avez qui est lié à votre câblage, je ne sais pas. Avant de traiter la CEM et monter dans les fréquences, les 100 mégas, les 1 giga et compagnie, il faut déjà régler tout ce qui se passe au niveau du 50 Hz. C'est ce que on appelle, nous, la basse fréquence. Parce que vous êtes branché sur des systèmes alimentés en 50 Hz ou en continu. Eh bien, ça, il faut que ce soit réglé. Il y a peut-être quelque chose qui est mal câblé. J'ai connu une installation où un petit disjoncteur, la 16 ampères, cramait parce qu'en fait, c'était mal câblé entre le TGBT et le disjoncteur et du coup, il y avait du courant qui revenait par le neutre qui était supérieur au nominal et ça le faisait chauffer et il finissait, il était marron, hein, le disjoncteur. Hein, voilà. Donc, oui, vous avez peut-être un problème là. Alors, ce n'est pas vraiment d'ACE. Pour moi, ça, c'est de l'électrotech, mais voilà. Est-ce que c'est bien câblé? Est-ce qu'il ne manque pas un fil quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas un défaut? C'est à analyser. Ensuite, autre question. Il existe une norme CEM machine ISO 13766. Les fournisseurs des composants électroniques utilisent d'autres normes industrielles. Comment gérer cet écart? Doit-on demander malgré tout de se conformer à la norme machine? Ah non, ça, vous ne pourrez jamais. Chaque composant a sa norme. Ensuite, nous, on sait analyser dans cette norme et de faire un pendant. Alors, la 13 000 quelque chose, je crois que c'est pour des machines dans l'environnement. Je pense des machines roulantes ou des choses comme ça, des pelles, des pelleteuses, des systèmes embarqués, quoi. Bon. C'est pas exactement la même CEM que la CEM machine, mais on peut l'intégrer dedans et c'est bien pour ça qu'à la fin, il faut faire un essai complet. Alors déjà, d'un point de vue documentaire, nous, on peut trouver des écarts, dire « Ah, attention, il y a des choses qui sont bien faites dans la partie automobile pour l'industrie, mais il y en a d'autres où c'est un peu léger, donc il va falloir vérifier des choses. » Voilà, et bien là, on est capable d'accompagner, de faire une intervention pour faire des essais sur site pour vérifier ça. Hein. Voilà, mais ne changez pas, vous ne pouvez pas trouver de composants, vous n'aurez jamais de composants sur le marché conformes à la directive et à la 6204. Ça n'existe pas. Justement, quels sont vos moyens de contrôle pour une certification CEM et notamment les plages et seuils contrôlés? Les moyens, c'est qu'on vient avec des appareils, avec soit des générateurs de perturbations qui sont calibrés. On vient avec des antennes, des mesureurs, des analyseurs de spectre. Voilà les éléments, c'est ce qu'on utilise en labo, mais on a aussi des kits que l'on peut déplacer. Une anomalie CEM peut-elle être à l'origine d'un incendie et plus précisément quel type de composant? Alors, à l'origine d'un incendie, par exemple, sur un impact foudre, j'ai déjà vu, moi, des cartes toutes noircies, des composants complètement éventrés. Et ça pourrait entraîner un incendie. Mais normalement, c'est rare parce que d'un point de vue sécurité électrique, les composants sont tous au moins testés. C'est ce qu'on appelle la directive basse tension, c'est-à-dire tous les dangers directs et indirects électriques, dont le feu, les échauffements. Cela est vérifié et les matériaux qui sont utilisés, des matériaux donc, qui ne propagent pas la flamme, selon la norme UL 94 avec les indices V0, V1, V2, etc., vous donnent déjà cette certitude. Allez, on prend encore quelques questions. Je pense qu'on va clôturer à 11h45 si ça convient à tout le monde. Alors, on essaie de faire des questions jusqu'à 11h45 et puis ensuite on clôturera. Est-ce qu'on peut intégrer un robot dans un environnement électromagnétique sévère? Cellule de test choc foudre. Cellule de test? Choc foudre, c'est ce qui est indiqué à la fin de la question. Oui, vous pouvez, mais il faudra rajouter des éléments de protection par rapport à cet événement foudre au voisinage. Alors ensuite, une question assez longue. Alors, nous fabriquons nos machines et devons justifier de la conformité de l'ensemble
et notamment la branche CEM. Nous réalisons également des tests d'équipotentialité. Nous réalisons des câblages en respectant les règles de l'art, qui nous permet également de valider nos systèmes. Que pourrions-nous faire de plus? Alors, l'équipotentialité, je ne sais pas comment vous la contrôlez. Nous, ce qu'on aime bien faire pour la vérifier, parce que là, ça se fait en continu, en fait, l'équipotentialité, c'est qu'on utilise des micromètres pour faire cela. Ça nous donne déjà un peu une idée sur le comportement haute fréquence. Après, vous me dites, je suis les règles de l'art. Oui, mais moi, je vous repose la question, quelles sont vos règles de l'art? Si ce sont des règles de l'art qui datent d'il y a 30 ans en arrière, ça ne marche plus. C'est juste ça le problème. Et c'est un peu le souci qu'on a dans les entreprises, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui a osé, et c'est bien de faire ce retour d'expérience et d'établir des règles internes, mais après, qui les fait vivre? Et est-ce que ces règles sont toujours en adéquation avec les technologies d'aujourd'hui? Pas toujours. Voilà, des fois on trouve des choses qui ne vont pas ou des interprétations. Donc j'ai toujours un doute quand j'entends parler de règles de l'art. Voilà, est-ce qu'elles ce sont celles du jour ou pas? Donc j'aimerais vous aider, monsieur, pour les analyser et en Monsieur discuter Auro. avec vous. Pardon. Est-ce qu'on peut recevoir les slides? Alors, si vous souhaitez recevoir la présentation, n'hésitez pas à nous envoyer un email et on essaiera de faire en fonction. Un variateur sur une machine d'eau glacée peut-il polluer le réseau électrique du TGBT qui l'alimente en modifiant les harmoniques du réseau électrique? Non, ça ne va pas perturber le TGBT, c'est l'installation qui va être perturbée. Donc les harmoniques, oui, il faut les traiter. Et, alors, déjà, premier point, le distributeur d'énergie vous fournit du 50 Hz. Et vous n'avez pas le droit de consommer des harmoniques. Pourquoi? Parce que déjà, il ne peut pas vous les facturer. Deux, il y a certaines harmoniques, les harmoniques homopolaires, c'est-à-dire c'est les facteurs 3 de la fréquence 50 Hz, c'est-à-dire les 150 Hz, 300 Hz et compagnie. Ces harmoniques-là font chauffer les transformateurs, surchauffer les câbles. Donc surchauffer, ça veut dire qu'après, ça peut cramer, tout ça. Voilà. Donc, il faut les traiter, les harmoniques, oui. Si vous avez... Et dans votre distribution, peut-être qu'il faudra avoir deux TGBT, un qui distribue toute la commande, tout le pilotage, et un qui distribue la partie puissance de votre équipement. Est-ce que le règlement européen a modifié la directive machine sur le sujet de la CEM? Non, ça n'a pas changé depuis très longtemps. Justement, j'ai vérifié ça là, sur la dernière version là, de 2018. Ça n'a pas changé. Il y a toujours eu des essais à faire. C'est juste que les gens ne l'ont pas fait parce que tout le monde a interprété, et c'est vrai que c'est écrit ça, je l'ai dit tout à l'heure dans la réglementation du marquage CE, les essais ne sont pas obligatoires. C'est juste que le législateur ne vous l'impose pas. Vous faites comme vous voulez. Mais le plus simple, pour éviter les débats, et la meilleure garantie que vous aurez, c'est de les faire. Voilà. Alors Michel, pour avoir les dates de formation sur la CEM, je vous invite à envoyer un message à Florence. Alors c'est vrai qu'on n'a pas affiché ton adresse mail. Florence, peut-être est-ce que tu peux mettre ton adresse mail dans l'onglet questions. Voilà, si vous avez, vous souhaitez vous inscrire à une formation ou vous souhaitez directement prendre contact pour un accompagnement, n'hésitez pas à envoyer un message à Florence. Voilà, et d'ailleurs, je vais réciter quand même là-dessus. Nous, voilà, on a créé une rubrique dans nos stages qui s'appelle installation, et je pense que ça vous concerne vraiment. Donc, ça concerne la machine, l'usine, voilà, de la CEM par rapport à la foudre, etc. L'instrumentation, les systèmes d'instrumentation. Est-ce qu'il n'y a pas d'exigence vous sur la machine, mais sur l'usine, il n'y a pas d'exigence réglementaire. Mais en fait, la CEM, elle se passe aussi dans l'usine, dans le câblage entre les machines. D'ailleurs, dans 2 semaines, là, je vais vous dire, je pars en expertise sur un site, c'est des bâtiments, il y a les clims, chaque fois qu'il y a l'orage autour, ça explose les cartes électroniques. Mais je ne sais pas quel câblage ils m'ont fait, mais ils n'ont pas fait l'analyse de risque foudre correctement sur ces clims qui sont installés sur des bâtiments qui sont interconnectés entre eux, mais des bâtiments différents. Donc là, il y a un souci.
Merci Jean-Marc pour ta réponse. Il est quasiment 11h45, donc on va pas vous prendre plus de votre temps. On va clôturer ce webinaire. On n'a pas répondu à l'ensemble des questions, donc je vais personnellement les transférer à Jean-Marc, qui pourra se charger de vous répondre soit par email, soit par téléphone en fonction de l'information qu'on a sur vous. Mais on répondra à toutes vos questions. On va notamment créer une foire aussi aux questions qui reprendra toutes les questions auxquelles on a répondu, qu'on affichera et qu'on vous enverra. Si besoin, vous avez également l'email de Jean-Marc ainsi que l'email de Florence pour poser toutes vos questions. Et puis, on vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon appétit en avance, disons. Et puis voilà. Un petit mot, Jean-Marc, Florence. Oui, merci de votre participation. Mais pensez à PAF, pensez SOPMEA. On est là pour vous aider. Florence, je te laisse. Oui, merci beaucoup. Effectivement, n'hésitez pas à faire appel à nous. Il y avait une question un petit peu d'ordre financier. Vous inquiétez pas, notre objectif, c'est de vous dépanner. Quelles que soient les situations, on essaiera toujours de vous trouver une solution. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.